Bon, dernier jour. Donc pour beaucoup, ça fait quoi, 5 jours. Bon, pour beaucoup de stagiaires, ça fait 5-6 jours de jeûne. Pour d'autres, ça fait 3 jours. Donc c'est beaucoup de marche. Voilà, donc compte rendu. Allez-y, je vous écoute. En quelques mots. Allez. Vas-y. Bon alors, stage extrêmement condensé. On n'a pas forcément pratiqué énormément, mais c'était tellement riche ce que Bernard nous a donné. Ça m'a donné matière à réflexion pour quelques mois, je pense. Sinon, c'est intéressant de dépasser ses limites en jeûnant, en marchant énormément, en dormant dehors. T'es pas mort? Non, bah non, je suis même renforcé. T'as quel âge? 15 ans. Voilà, donc le plus jeune 15 ans, le plus vieux 59. Et on n'est pas mort. Ouais, on va très bien. Ok. Donc merci Bernard pour ce stage excellent. Qui d'autre? Vous n'êtes pas obligé, hein, c'est simplement si vous avez un petit truc particulier de plus que ce que dit Pablo. Donc à la fin de ce stage, enfin presque, il nous reste encore... Ouais, il reste encore quelques heures. Voilà, donc on va encore s'amuser l'après-midi. Donc 5e jour de jeûne, 3 jours de stage avec une bonne partie en marche. Et ce qui était intéressant, c'était le travail, technique de combat, de défense, avec un état de fatigue qui faisait qu'on était vraiment dans la détente et bizarrement on était plus efficace au niveau des coups portés. C'était assez intéressant à travailler, de voir se dépasser. C'est vraiment ce qui m'a plu le plus dans ce stage, aller au-delà de ce qu'on pensait être notre limite. Donc je rajouterais que c'était un peu le but. Hein. Le but, c'est d'apprendre aux stagiaires qu'on peut rester en vie au bout de 3 jours sans manger. On peut pendant ce temps-là faire des efforts relativement longs, importants d'endurance-résistance. Et en plus, c'est vrai qu'on comprend beaucoup mieux les techniques une fois qu'on est complètement fatigué et qu'on ne les fait pas avec de la force. Donc plus on travaille sur on va dire l'intégralité du corps, hein. Quand on est en pleine forme, on sort du restaurant et hop, on va faire un petit cours. Là, on pète la joie, on pète la forme et puis on est totalement inefficace dans la réalité. Autant quand on est vraiment fatigué, on est vraiment dans la configuration du pilote de chasse qui a été descendu en Afghanistan, qui a 40 km de sa base et qu'il faut qu'il rentre à pied en marchant la nuit, en se cachant la journée, et quand il doit combattre, il est obligé de combattre avec l'intégralité de son énergie en utilisant l'énergie de l'autre. Si vous n'avez pas vécu ça, on ne vous demande pas de vivre des états de guerre, hein, mais là au moins vous pouvez comprendre que quand vous êtes complètement fatigué sans manger, bon, pratiquement pour ma part sans dormir, on peut vraiment être efficace quand même, et même parfois plus. Enfin, moi pour ma part, sans dormir, j'ai l'impression que mon poing était encore plus lourd. Vous pouvez le... Ouais, ça on confirme. Oui, On confirme. vous pouvez confirmer. Voilà, donc imagine-toi si j'avais resté 3 nuits sans dormir totalement, quoi. Là j'en aurais tué 1 ou 2. Mais voilà, c'est ça le truc, c'est que faut pas croire que parce qu'on est en forme, parce qu'on est jeune et en pleine forme et qu'on fait du crossfit et qu'on a la patate, qu'on va être plus efficace. C'est tout à fait l'inverse. Un bébé, il te tend la main comme ça, il te tend la œil. Parce qu'il ne sait pas contrôler, il va à fond. Tu vois, on lui a pas dit arrête-toi à 2 cm, attention, ferme le poing, retire l'épaule. Comme disait, je ne sais plus quel Motobu ou Mobutu, je sais plus, enfin, un grand maître de karaté, dit le coup de poing le plus fort que j'ai reçu de ma vie, c'est quelqu'un qui n'avait jamais pratiqué de karaté. Parce qu'il a frappé avec l'élan, avec le poids du corps. Alors que les autres, ils s'arrêtent devant le makiwara comme ça, avec l'épaule en arrière, en contractant et en se redressant. C'est l'inverse du mec bourré qui t'envoie une patate, qui t'arrache la tête. C'est tout à fait l'inverse. Maintenant, pas vraiment de mort dans les compétitions internationales de karaté. Ça veut dire ce que ça veut dire. On n'est pas sur le champ de bataille. Sur le champ de bataille, tu te lèves quand le jour se lève, tu combats à la nuit tombée, et au Japon, avec des torches, tu vas poursuivre les gens pour tuer toute leur famille parce qu'on n'a pas le droit de perdre, pour pas qu'ils se vengent. Donc ça peut durer des jours, des jours, des jours, et les gens, au moins, ils restent pratiquement 5 h du matin jusqu'à 11 h le soir. L'été, la nuit tombe tard. Ils se lèvent tôt au Japon, et les types ils sont complètement exténués, ils ont des armures de 20 kg.
20 kilos sur soi, quoi. Je veux dire, donc ça n'a rien à voir avec l'entraînement d'une heure du stage à Royan là, d'arts martiaux qu'on faisait avec Mochizuki et Kaze, où les types de 10 à 12 ils faisaient du karaté, après ils allaient à la plage, de 16h à 18h ils faisaient du karaté, après ils allaient au resto et en boîte. Je veux dire, on est loin de ça. Là, on s'entraîne du début où on est levé jusqu'à temps que la nuit tombe. C'est ce qu'on a fait. On était dans la configuration. Le dernier jour, la configuration, enfin pas le dernier jour, c'est aujourd'hui, je veux dire hier par exemple, avec 4 jours de jeûne pour beaucoup, vous avez bien vu dans quel état on était, et pourtant on s'entraînait du début du soleil, du jour se lève jusqu'à la fin. Et on va jusqu'au bout. Et là, quand on frappe avec la totalité du corps, même doucement, ça pénètre vraiment jusqu'à l'organe. On ne frappe pas en surface pour faire un bleu. On va éclater la peau névreuse de l'organe. Ça n'a rien à voir. Mais ce qui m'intéresse, c'est que vous ayez pu le voir. Vous ayez pu le constater. C'est pas un bobard, c'est pas une vue de l'esprit, c'est pas du roman. C'est pas de la littérature, c'est quelque chose de vrai, quelque chose que vous avez pu vivre. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous ayez une expérience, c'est-à-dire quelque chose de vécu. Pas juste une information, un savoir que vous avez lu dans un livre, vous avez regardé une vidéo, ouais, le mec il tombe, il a à peine touché, c'est triqué. Non. Pablo pourrait confirmer que même si on touche à peine, Oui. Le sympa, il a pas balancé. si on touche à peine, ça peut faire très très mal. Et vous-même, pratiquement tous les coups que je vous ai faits, c'était aux organes. Sauf des petits trucs où j'ai vraiment voulu toucher à peine sur la peau. J'ai rarement touché que le muscle. J'ai souvent touché vraiment jusqu'aux organes. Si, sauf les avant-bras, on est d'accord. Ok. Autre témoignage? Non? 1, 2, 3. Vous êtes sur la caméra, hein? Non? Personne? Rajoutez le plus? Vos impressions? Fatigué? Fatigue le deuxième jour quand même. Et maintenant? Et bah là, après la marche qu'on a fait, non, très bien. Au contraire. 2h30 hein, aujourd'hui, c'est un truc? Ouais, plus court que la première, mais beaucoup plus d'élan, beaucoup plus d'énergie. Peut-être meilleure nuit aussi, peut-être, meilleure récupération. Sinon, en dehors de ça, de ce que je peux rajouter sur ce qui a déjà été dit. T'as 3 jours ou 4 jours de jeûne là? Là, ça va faire 3 jours du coup ce Voilà. soir. Donc déjà, comment s'est entraîné du début à la fin de la journée? Ouais. Tu peux très bien passer en cétogène aujourd'hui. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, tu es moins fatigué parce que vraiment ton corps transforme le peu de graisse que tu as, au moins autour des organes, et va la transformer en énergie. Ouais. Donc c'est normal qu'on soit moins fatigué. En fin de compte, contrairement à ce que l'on peut mitonner, pas dire croire parce que c'est vraiment de la croyance de mytho, plus on jeûne, plus on est en forme. Et tous ceux qui font du jeûne te le diront. À partir de 4e jour, tu n'as plus faim du tout, et à partir du 5e jour, tu es à 100% sur ta graisse. Et la graisse, tu es à 9 calories par gramme, alors que les 3 premiers jours au moins, tu étais à 4 calories par gramme. Et là, je vais te dire, quand tu as 2,5 fois de plus d'énergie, c'est normal que tu sois plus en forme. Il y avait une question? Non, une remarque. Ce qu'on a appris surtout, c'est pas. Parle plus fort parce que la caméra est sur le... Ce qu'on a appris surtout, c'est à ne plus avoir peur et ne plus avoir de stress. Et comme c'est le plus gros fléau de. La méditation sert à plus avoir peur, la marche sert à se dépasser, à comprendre qu'on a une capacité de se dépasser même en jeûnant. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est surtout, comme je dis, vous modifiez vos gènes, vous modifiez vos neurones en faisant ça. Les gens ne le croient pas. Si tu bois un Ricard et tu fumes, tu modifies tes gènes et tes neurones, forcément. Et tu te dépasses, ça y est, tu pourras faire marche arrière. Ton corps, il sait que tu es capable. Donc tout va te sembler plus facile. Toi, si un jour tu n'as même pas le temps de bouffer, tu vas dire ouais, mais je me souviens qu'on a fait 100 fois pire. Tu vois, et c'est ce que disaient les Koshitoei en disant que les Japonais, ils vont tout le premier de l'an à la mer s'arroser dans la mer ou faire des stages d'aïkido, de ki je ne sais quoi, ou de karaté, tout simplement parce qu'après, quand ils ont froid, ils se disent c'est rien par rapport à ce que j'ai fait au premier de l'an. Donc ils pensent positif. Vous voyez ce que je veux dire? Ils font du ki positif. Ils disent pas tiens, il fait froid, j'ai un petit courant d'air, ça y est, je vais choper la crève. Ils se disent putain, par rapport à la demi-heure qu'on est resté à gueuler, à se rouler dans l'eau froide, ou sous les cascades, ou dans le lac gelé, ça c'est rien du tout.
c'est ça aussi, ils ne sont pas contre les éléments, ils sont avec les éléments, les 5 éléments. Donc voilà, le jour où on vous dit, ben voilà, il faut faire 3 km, vous allez faire « Oh, fais chier, j'ai pas pris mon petit déjeuner ». Tu sais qu'au bout de 3 jours de jeûne, tu as fait 15 bornes. Voilà, donc quelque part, tu peux plus être comme avant après un stage comme ça, même si tu le sais pas. Tes rêves vont être différents, peut-être tes priorités, je sais pas, mais en tout cas, au moins, tu sais que tu es capable d'eux. C'est vachement plus positif. C'est un stage pour vous positiviser. C'est ça qui est important. Après, technique de combat et tout, je veux dire, après ce qu'on a enduré, les coups, c'est rien. Je veux dire, endurer on va dire, le froid, la faim, la chaleur, dormir pratiquement sur du rocher, voilà quoi, je veux dire, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Ce qui peut vous arriver, hormis une guerre nucléaire, quoi, le reste, ça va être plus simple. C'est ça, c'est comme quand je me levais le matin et je faisais 1 heure de muscu direct, dès que je me levais. Le reste dans la journée, ça pouvait être que facile. Je pouvais aller faire mes courses avec mon sac à dos, revenir avec 20 kg de bouffe. C'était rien ma marche d'1 heure avec 20 kg de bouffe par rapport à un entraînement. Tu te lèves à jeun, tu te fous sous la muscu, tu fais 1 heure et demie de muscu, quoi. Le reste, c'était de la rigolade. C'est bon. D'autres Pas de témoignage? Vous êtes content au moins d'être venu? Ouais. Oui, ah oui. On a eu une météo Qui regrette? top. Regrettez? Bon, ben, je vais augmenter les tarifs. Ceux qui sont pas venus, je pense. Oui, ceux qui ne sont pas venus, bah, tant pis pour eux, mais comme je dis, il faut être appelé. Il faut être appelé pour venir. Je veux dire, tout le monde ne peut pas dire je vais venir pendant 3 jours sans manger, sans ordinateur, sans téléphone, sans cigarette, sans alcool, à faire de la marche et à prendre des coups. Tout le monde ne peut pas. Il faut que votre inconscient vous dise c'est là-bas qu'il faut que tu ailles. Parce que tu as des neurones à connecter, ça va te servir dans la vie. Parce que vous avez quelque chose à faire. Vous avez besoin de cette force, cette énergie et cette confiance en vous pour réaliser des grandes choses. Le gars qui veut rien réaliser, il reste chez lui, c'est pas un problème. Hein. Il s'emmerdera à mon stage. Le mec qui veut pas se dépasser, qui veut pas devenir quelqu'un d'important, je veux dire, dans l'humanité, il reste chez lui. Il regarde la télé, il joue au tiercé, il fume sa clope, il prend son Ricard, il bouffe son sauciflard. Moi, des gens comme ça m'intéresse pas vraiment. Quoi. Je veux dire, ils vont mourir d'un cancer à 50 ans. Qu'est-ce que tu veux que je me perde mon temps à discuter à des gens qui de toute façon se suicident tous les jours, toutes les heures? Ça ne m'intéresse pas. Je m'intéresse à enseigner à des gens qui vont vivre longtemps et qui vont pouvoir aider un maximum de personnes, non pas en leur disant achetez mes produits, mes compléments alimentaires, mes trucs, mes machins, non, mais en disant que vous avez besoin de 100 fois moins pour vivre. Et comme je disais, je suis riche de ce dont je me passe. Je suis riche de ce dont je me passe et je suis léger parce que je voyage avec peu de bagages. Je ne parle pas pour moi puisque j'ai un musée à trimballer, mais voilà. Votre savoir peut aider les gens. Le jour où vous voyez quelqu'un qui est fatigué, qui est au bord de la route, qui est dépressif, tu lui dis, écoute, tu es plus gros que moi, moi je faisais la moitié de ton poids, j'ai fait 3 jours de jeûne, on s'entraînait presque 10 heures par jour, voire plus, et je ne suis pas mort. Donc si je l'ai fait, tu peux le faire. C'est un petit peu comme Onoda, si vous voulez, qui est resté 30 ans dans la forêt des Philippines, d'une île des Philippines, en mangeant que des bananes et en buvant que de l'eau de coco. Il est parti d'abord en Amérique du Sud et après il est revenu au Japon pour apprendre aux jeunes à faire des camps de survie et à se dépasser. Mais les Japonais, ils savent ça. Ils savent se faire mal maintenant pour être plus à l'aise après. Ils savent se faire mal pour avoir une expérience et pouvoir discuter. Eux, la théorie, ils ne connaissent pas trop. Je me souviens, dans les années 80, il y avait tout un paquet de professeurs qui étaient venus, japonais, là, qui étaient venus en Gironde, et ils essayaient de comprendre comment on pouvait enseigner de façon théorique. C'est un petit peu comme je disais, les Chinois, quand ils ont du mal à compter 1 million d'œufs. Parce que si tu comptes 1, 2, 3, 4, quand tu arrives à 1 million, les autres, ils ont déjà poussé. C'est des poussins, c'est des poules, ils ont pondu des œufs, donc tu n'en as plus 1 million, tu en as 1 500 000. Ouais, j'exagère, mais voilà. Donc la théorie, voilà. C'est comme si tu comptes les pousses que tu plantes. Tu vois, combien on a planté de pousses? Je vais les compter. 1, 2, 3, tu arrives à 1 million, déjà tu as des arbres gros comme ça, quoi. J'exagère à peine. Non, ce côté théorique, ce côté dans le virtuel, il y aurait éventuellement 1 million d'œufs.
Nous, on est resté sur cette théorie, sur cette vie morte. Là, c'est mort, c'est du papier, c'est des chiffres, c'est mort. Eux, ils sont encore dans le vivant. Il y a plein de choses qu'on ne savait pas il y a 10 ans, qu'on sait maintenant, que les Indiens savaient, que les anciens savaient. Par exemple, tu rentres dans une forêt, le premier arbre, c'est que tu es là et il communique jusqu'au dernier arbre de la forêt que tu es rentré. Et il communique par les radicelles. Ils se nourrissent, les Indiens le savaient, les Amazoniens le savent, et nous on commence à comprendre que, par exemple, ils ne prennent pas leur nourriture en plongeant tout à fait profondément, surtout l'eau, mais ils se les passent par c'est les champignons qui vont nourrir, ils se les passent par des mycéliums et par des radicelles, horizontalement, et non pas pompés, comme on croyait, de plus en plus profond. Donc il y a plein de choses qu'on découvre, qui pourrait remettre en cause tout ce qu'on savait déjà. À part certains arbres quand même. À part Certains arbres. Oui. Le pivot principal, il va très profond pour aller au nappes phréatiques, par exemple. Oui, mais après ça dépend du climat. Le palmier. Voilà, moi je parle des forêts. Le palmier est une plante. Le palmier n'est pas un arbre, le palmier est une plante. Non, il y a du palmier. C'est-à-dire quand tu vois les gens donner des coups de pied là, sur les palmiers, comme sur les bananiers, tu les vois frapper et casser des bananiers, c'est parce que c'est des plantes, si tu veux. Le palmier est plus considéré comme une plante, comme la tomate est un fruit, le melon est un fruit. Je sais pas, dans les palmeraies, il me semble, ou alors c'est que le bananier, toi. C'est le bananier, je crois. Où tu plantes d'abord... Le bananier, c'est un herbacé. Voilà, donc plutôt ça, voilà. Ouais. C'est pour ça que les mecs ils cassent ça comme ça. Ouais. C'est pour ça que dans les palmeraies, ils vont mettre par exemple des bananiers, parce qu'ils savent que ça va pousser, ça va faire de l'ombre à des fourrés, qui vont faire de l'ombre enfin, par exemple des dattiers, qui vont faire de l'ombre à des plantes qui poussent au sol. Donc ça va être sur 3-4 niveaux, et ça va garder l'eau et ça va faire une oasis. Donc c'est déjà de la permaculture avant l'heure, quoi. Mais oui, c'est le bananier qui est une plante. Ouais. Voilà, donc on sait, voilà. Moi, ce qui me gêne, et ça je le sais depuis très longtemps, c'est que les professeurs qui sont dans les facs ou dans les universités ou ailleurs, qui forment des professeurs, souvent malgré les dernières découvertes qui ont eu lieu, hein, ben, eux ils continuent à enseigner ce qu'ils ont appris, eux, que leurs professeurs avaient appris il y a 100 ans. Quoi. Genre nos ancêtres les Gaulois et compagnie. Quoi. Et ça a été prouvé que pas du tout. Quoi. C'est pour ça que je suis surpris qu'en 2017, on mange encore de la viande, on est encore des abattoirs, on continue à des comportements qu'on sait totalement nocifs, comme j'allais dire le tabac et l'alcool. On sait par exemple depuis peu que même un verre de vin, ça suffit. C'est nocif, un verre est nocif. On dit oui, mais il y a du machin. Oui, dans le jus de raisin. Le resveratrol, je sais pas quoi, là, machin comme ça. Tu trouves ça dans le raisin, point. Donc c'est une excuse. Du raisin, quoi, c'est tout. Il faut manger du raisin, il faut faire du jus de raisin, voilà. Mais le fait de dire boire de l'éthanol, c'est bon pour la santé, non, c'est pas vrai. Après, l'excuse, c'est de dire mon grand-père, ma grand-mère, oui, mais il n'y avait pas de chemtrail, il n'y avait pas d'ordinateur, les gens ils se levaient à 5 h du matin, et voilà, puis ils allaient bosser à vélo ou à pied, et ça n'a rien à voir avec le fait de vivre de la façon dont on vit. Et puis même leurs parents à eux étaient 100% bio. Et nos grands-parents étaient au moins 90% bio, nos parents à 40% bio par rapport que c'est dans les années 50 que 60 que tout est passé au chimique. Donc c'est ma génération, si tu veux, de parents, sauf que moi je me suis mis au bio à l'âge de 14 ans, c'est ma génération de parents qui est la plus fautive dans le sens où ils ont été élevés à 100% de pas bio. Et c'est les enfants de cette génération-là qui sont les plus faibles maintenant, ceux qui ont 30 ans. Et ceux qui ont 30 ans maintenant, ils vont faire des gosses encore plus, ceux qui ne sont pas stériles. Ceux qui ne sont pas stériles, ils vont faire des gosses très faibles. Et là, il y aura peut-être 50% qui seront stériles. Ce qui est un peu normal, la nature, elle ne veut pas se reproduire avec des êtres aussi peu en accord avec la nature. C'est normal, si tu viens, si je t'embauche dans mon usine et que tu es là pour casser les outils et faire de la publicité pour le voisin, je te paye pas. Ben, c'est pareil, la nature, elle n'a pas du tout envie de se reproduire, j'ai bien de se reproduire dans des personnes qui contre sans arrêt les lois de la nature. Si tu prends chez toi, dans ton pays, des gens qui n'arrêtent pas de vivre contre la loi,
bah, tu dis, messieurs, vous rentrez chez vous, vous n'êtes pas là pour être dehors la loi. Et là, les gens de la génération de ma petite fille, par exemple, sont totalement hors la loi, y compris la génération de ma fille. C'est des gens qui sont totalement hors la loi de la nature. Ils ont tous des téléphones portables, ils ont tous des voitures, ils boivent tous de l'eau chlorée, ils mangent pas bio, ils bouffent tous pratiquement dans des supermarchés, ils s'habillent avec des bordels genre polaire ou machin synthétique. Ça commençait juste dans les années 60, hein, le synthétique, et le polaire dans les années 80. Il ne faut pas croire que ça existait avant. Personne n'a jamais entendu de polaire en 72. Hein. Donc, moi je me souviens même un truc qui était extraordinaire, c'était que les supermarchés récupéraient les anciennes couvertures en laine, et ils vous donnaient, soi-disant pour faire des chiffons, des machins comme ça, et ils vous donnaient des couvertures polaires à la place. Et à l'époque on disait, ouais, méfiez-vous, certains complotistes, hein, que dans le polaire ça te fout dans les poumons, ça te gratte, ça te coupe des énergies. C'est fait à partir de bouteilles recyclées, bouteilles plastiques recyclées, c'est normal que ça te coupe des énergies. Donc c'est fait pour encore affaiblir la population. C'est un petit peu comme les Indiens, on leur donnait des couvertures. Avec le typhus. Il y avait la variole, le typhus, le choléra, la peste, tout ce qu'on veut, quoi. Donc on pense, voilà, mais ça c'est les complotistes qui disent ça, hein, qu'on veut réduire la population. C'est juste 72% de la population. Voilà. Vous avez vu le train là? Le personnage là? Ah, le... Snowpiercer là? Ah non, j'ai pas vu encore. Je vous le conseille. Ah oui, bien. Bonjour. Je vous le conseille amplement, quoi. Personne, c'est bon? Non, si, je pourrais juste rajouter un truc. C'était juste pour les impressions de stage, pas pour les questions-réponses. Impression de stage, il y a quand même une bonne cohésion. On n'a pas le même âge, on vient pas des mêmes endroits en France, on vient pas du même secteur, et pourtant on s'est tous retrouvés autour de ces moments, que ce soit méditation, l'effort dans la marche, l'effort dans les jeux, parce que j'ai plus pris ça comme des jeux que comme des exercices au final. On était fatigués on sentait la fatigue du jeûne, mais la façon dont on a eu de pratiquer ces exercices, c'était très ludique, très, très jeu, et au final, 10 heures d'exercice, mais qui sont au final passés comme des jeux, donc très, très, très facile à effectuer. Enfin, bon, à la fin de la journée, on était quand même un peu mort, mais très agréable. Et puis bon, l'endroit qu'on avait trouvé pour dormir à la belle étoile, avec la source, tout ça, un bel endroit. Et c'est ce que je retiendrai aussi de ce stage, c'est on était tous là pour une bonne raison, et on en sortira, je pense, tous avec de très bonnes impressions, que ce soit les uns envers les autres, et avec ce qu'on a appris. Donc, merci Bernard. Donc, et merci tout le monde. Le jeu est très important, on apprend beaucoup mieux en jouant. Ouais. Si on vous gueule dessus, déjà vous n'allez pas comprendre parce que vous êtes dans le stress. Quand on est dans le stress, on n'est pas en sécurité. Quand on n'est pas en sécurité, on n'apprend rien. C'est ce que je disais, un enfant qui est maltraité chez lui, à l'école, il n'apprend rien. Tout simplement parce que son premier souci, c'est de se mettre en sécurité, qu'on arrête de lui taper dessus, qu'on arrête de lui gueuler dessus, qu'il essaye d'être un petit peu détendu pour assimiler ce qu'il mange. Tu vois, bon voilà. Donc voilà, le jeu, c'est la meilleure façon d'apprendre. J'avais créé un logo où je disais « Je m'éveille ». Je m'éveille, le jeu m'éveille. Donc ça apprend à s'éveiller avec les jeux. Et voilà, ça c'est hyper important. Il y a aussi la notion de stress, en parlait Komarov, qui dit que vous savez que ça va durer que 3 jours. Donc vous pouvez vous dépasser vraiment, vous savez que ça va durer que 3 jours. Si dès le départ j'avais dit on va faire 12 jours de jeûne, peut-être que là, on ne peut pas appuyer sur le buzzer pour arrêter, bien que la porte est ouverte. Hein, si on a pris le chemin que je vous ai montré, c'est vraiment pour dire si jamais ça ne va pas, vous rentrez, la gare est à 2 heures de marche, il n'y a pas de problème. Maintenant, des moments que vous savez que vous êtes en sécurité, vous n'êtes pas chez des dingues, vous ne faites pas un stage de force spéciale chez les Russes, là, comme beaucoup de frappadingues là, qui sont en déficit de sérotonine, là, qui sont frustrés de ne pas avoir fait leur service militaire. Donc ils vont dans les stages faits par les commandos russes là, qui s'emmerdent parce qu'ils ont eu 15 ans de formation, mais il n'y a pas de guerre. Alors ils accueillent des bobos, des
des névrosés américains de tous les pays. Et je les vois courir à côté des chars russes, tirer à la Kalachnikov avec des vraies munitions. Moi personnellement, j'aimerais pas être à côté d'un mec qui a jamais touché une arme, qui s'amuse à jouer au cacou comme ça. Voilà, donc ils se roulent dans la boue, tout ça, ils font leur pistage de stress, ils sont tout contents, ils ont leur brevet. Voilà, mais c'est pas... Ils savent que ça va durer que 3 jours. Ils apprennent pas ça pour partir à la guerre et ils iront jamais à la guerre. Bien qu'il y a eu des baisers qui ont organisé des chasses à l'homme, comme dans les années 60-70, en Amazonie, il y avait des chasses à l'homme. C'est-à-dire que les pétroliers, par exemple, achetaient un terrain, et le terrain, il leur appartenait, y compris tout ce qui était dessus. Et les Indiens étaient là depuis 10 000 ans, quoi. Et donc, il fallait faire partir les Indiens. Donc, ils organisaient des chasses à l'homme en hélicoptère. Les mecs, ils payaient pour faire ça. Donc, s'ils peuvent faire un petit billet en plus, hein, ou les cadres de chez... bip, 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 tu vois, j'ai pas envie d'avoir un procès, se faisait des petits plaisirs à tirer, à faire des safaris sur les Indiens. Voilà, donc il y a des baisers qui font des safaris sur les humains. Voilà. Voilà. Donc là, le but, c'était vraiment de travailler sur une période plus ou moins... Je veux dire, moi j'appelle ça intense, parce que c'est intense, parce qu'on ne s'arrête pas, quoi. C'est intense dans la continuité. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, vous avez bien conscience que vous n'aurez pas pu faire 1 heure de plus. C'est ça qui est important. Ouais. Vous faites votre truc, mais vous savez très bien que, allez, est-ce qu'on va marcher 1 heure de plus? Est-ce qu'on va faire des pompes au ralenti? Est-ce qu'on va faire des burpees? Non, vous savez que vous ne pouvez pas. Donc vous pouvez vous coucher avec la conscience tranquille, vous avez été au bout. Et il y a des stages où les mecs, ils viennent et ils se disent, ouais, j'aurais pu faire plus. Comme je disais, les mecs, ils s'entraînent 2 heures par semaine quand ils sont chez eux, ils vont au stage, ils s'entraînent 3 heures dans la journée. Oh putain, on a chié quoi. Voilà, mais non, dans les stages, on va s'entraîner 10 heures et sans manger, et pratiquement s'endormir après avoir fait 4 heures de marche. Et c'est largement autre chose. Si on n'arrive pas à se dépasser, ça ne sert à rien. Si vous voulez obliger votre cerveau à connecter les neurones, c'est où vous sniffez de la colarustine ou vous dépassez. Le corps, il ne veut pas mourir, le cerveau, il ne veut pas mourir, donc il va connecter des neurones. Mais il vaut mieux s'entraîner que sniffer de la colarustine. C'était une blague. Ok. Putain, on va s'en d'ici. La baguette. C'est vrai que les sens sont beaucoup plus en alerte hein, quand on jeune et qu'on est dans la nature comme ça. Les sens, ouais. On entend mieux les oiseaux. Ouais, c'est vrai. Ah bah là, c'est plus c'était festival. En arrivant en ville, c'est impressionnant, toutes les odeurs, moindre pied de porte que tu passes. C'est là qu'on voit toutes les Le truc, perturbations. c'est que moi, on est passé par le marché. C'est vrai qu'on est passé par le marché. Ah ouais, le marché là. Moi, ça m'a pas du tout inquiété. Je pensais déjà à rentrer pour faire le jus des braves. Donc déjà, c'était un jus pour homme. Hein. Je voulais diluer, c'était un jus pour homme. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Je le dilue ou je le dilue pas? Je dis, non, je vais pas être vache, j'ai pas envie qu'il crache partout sur le parking. Donc... Ça fait cramer les herbes. Mais bon, il a testé le jus pur. T'as tout testé, toi. Ouais, non mais... Testé les frappes profondes et le jus pur. Les frappes profondes. Non, mais encore au deuxième stage, c'était pire les frappes. Hein. Voilà. J'ai pris un coup de batte dans la hanche. Où ça? Au deuxième stage. Au stage du 2e niveau, c'est pas pareil. Alors le 4e niveau, en gros, pour moi, c'est à peu près la même chose sur 5 jours de jeûne, avec tout ce que j'aurais appris en plus. Et comme je serais rentré pratiquement de Russie et du Japon, à mon avis, Ah ouais, ça va être dur. il y aura des choses à apprendre. Dans la nature ou au gymnase? Gymnase, j'espère pas. Après, c'est une question d'honnêteté. C'est où on fait un stage comme le stage touriste. On va s'entraîner dehors, tout le temps dehors, hein, de toute façon. Mais dans des spots, comme on a fait pour le stage l'été, où on s'entraîne que l'après-midi, vous êtes sous tente, vous faites ce que vous voulez. Après, c'est à vous de ne pas manger ou manger. Celui qui veut se tester, bon, c'est pas pareil que si on marchait des kilomètres et si on jeûne parce que de toute façon il n'y a pas le choix. Là, c'est encore pire parce que vous irez par exemple dormir au camping et vous passerez devant le restaurant du camping, les voisins y boufferont, tout le monde bouffera des glaces devant vous pour atteindre le spot, par exemple le terrain qui est devant le parc des arènes par exemple. Ah, il y a plusieurs spots. Hein. Je pense qu'après, on on voit est quand même ceux qui dans sont une en idée de C'est progrès. beaucoup plus dur. Mais vous serez plus fort.
parce que vous aurez déjà fait le stage 3 jours. Ouais, Mais j'ai du mal à imaginer le gars qui arrive et qui dit « Ouais, moi je vais faire 5 jours tranquille ». Il y en a qui m'ont dit ça. Je vais faire un stage 5 jours sans bouffer. Voilà. Et encore, les gars, enfin surtout le gars auquel je pense, il triche, donc il trichera. Donc je ne validerai pas du tout ce stage comme une expérience pour lui. Mais bon, voilà, un stage pour une expérience, c'est ce stage-là, auquel il a trouvé une excuse pour ne pas venir. Donc, voilà, les stages, pour moi, ceux qui sont là, j'ai pas vérifié les sacs, je vous ai fait confiance, mais si vous avez triché, tant pis. Je veux dire, vous avez connecté moins de neurones que ceux qui n'ont pas triché. C'est une question de confiance. Moi, je ne vérifie pas si les mecs vont se planquer dans le coin pour mâcher du tabac, sniffer de la coke. Après, c'est le problème de chacun. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ceux qui ne trichent pas, ils ont appris quelque chose. Ceux qui ont triché, ils n'ont rien appris. C'est ça la différence. Après, celui qui triche maintenant, il triche chez lui, il triche avec ses gosses, il triche avec sa femme, avec son patron, avec ses clients. Il triche tout le temps. Voilà, donc, comme le gars qui fabrique des armes, qui fabrique des mines et qui rentre chez lui, qui embrasse ses gosses, et à Noël il leur donne des cadeaux et il fabrique des mines pour les enfants, enfin contre les enfants. Putain. Il fait ça tous les jours de l'année, quoi. Lui il triche, mais bon si c'est un fumeur, le fumeur triche, il sait qu'il s'empoisonne. Celui qui prend de l'alcool sait que c'est de l'éthanol et que c'est un poison et qu'il y a 50 000 morts par an en France, donc il triche. Avec lui-même, c'est encore pire. Comment il va faire au moment de la mort? Il va tricher avec qui? Avec qui il va tricher? Comment il va faire? Il va dire non, encore des ans, mais je ne tricherai pas. C'est une parole de tricheur, ça. C'est une parole d'alcoolo. Hein. C'est une promesse d'alcoolique ou de fumeur. Ça ne vaut absolument rien pour moi. Une promesse de fumeur ne vaut strictement rien pour moi. Le mec il dit ok je viens, ok, ben, attends, il y a un bureau de tabac à côté, le mec il s'arrête. J'ai jamais vu personne courir en ville, sauf ceux qui se gardent de l'autre côté de la route devant un bureau de tabac. J'ai pratiquement jamais vu un mec marcher, ou une nana marcher, surtout une nana marcher, pour traverser la route pour aller chercher les clopes. J'ai tous vu courir. À Sainte, tu marches comme ça, tranquille. Je sais, je passe tous les jours devant un bureau de tabac. À l'aller comme retour, les gens courent. Il y a 4 mètres à faire, ils ouvrent la portière, ils courent. Et quand ils reviennent, ils ont leur dope, ils sont contents. J'ai jamais vu quelqu'un marcher tranquillement. Je vais aller chercher mes clopes. Les mecs, ils vont l'acheter, souvent c'est qu'ils sont en manque. Ou alors il leur reste encore 2 clopes et puis ils vont les chercher. Et très souvent, ils sont en manque, ils courent comme des malades. Sinon, c'est pas une drogue. Sinon, c'est des gens normaux. J'en ai vu laisser leur gamin dans la baignoire, un gamin de 2 ans, dans la baignoire, partir courir chercher le gamin et revenir. Parce que je les ai croisés, ils m'ont dit vite, va voir Kelly, vite, allez dans la baignoire et tout ça. Je croyais qu'il y avait le feu, moi, qu'il y avait quelqu'un qui était mort. Non, allez chercher ses clopes. Voilà. Pas dormi de la nuit. Des malades, hein, vraiment des malades. Et après, on me dit que j'exagère. Je n'exagère pas. Et quand je mets des photos de bébés, des photos de gens malades, etc., c'est pas pour culpabiliser les fumeurs, c'est pour les responsabiliser. Je veux dire, quand on vous dit qu'il y a 5000 enfants morts par an en France de parents fumeurs, c'est pas pour les culpabiliser, c'est pour les responsabiliser. Je veux dire, après, les gens, ils font ce qu'ils veulent, s'ils veulent tuer leur gosse, mais qu'ils ne me disent pas, je fume et mon gosse, il est en bonne santé. C'est impossible. C'est un mensonge de plus que les fumeurs se foutent dans la tête. C'est pas possible que je sois alcoolique et que mon gosse, il sente bien, il ne le voie pas. C'est pas vrai. Si je suis alcoolique et si je suis fumeur, mon enfant ne peut pas être heureux. C'est pas vrai. C'est un mensonge que les alcooliques fumeurs se donnent. C'est comme si tu dis, je prends de la cocaïne, je tape ma nana, mais elle est heureuse. Parce qu'elle reste. Non, elle reste parce qu'elle est codépendante. Parce qu'elle n'a pas le courage d'aller chercher ailleurs, de refaire sa vie, et compagnie. Non. Donc, c'est pour ça que j'ai explosé là sur Facebook, j'allais dire contre les fumeurs, pour les responsabiliser, non pas les culpabiliser. Mais il n'y a pas eu 70 vues, hein. C'est bizarre, hein. Je mets un petit chat, putain, 80 vues, je parle des fumeurs depuis 4 jours, il y a 3 vues, quoi, et 2 likes. C'est bizarre, hein. Non seulement ils sont lâches et menteurs, mais en plus ils fuient comme ça devant leur propre responsabilité. Non, t'as un partage, j'ai partagé. Il se cache, oui, mais il n'y a pas 36, il y a un partage. Bah, Mais il se cache pour dire... le pire, c'est le mec qui vient au cours, en sentant la clope à 2 mètres,
c'est bon, je fume pas, je bois pas, puis tu commences à t'entraîner, ça pue l'alcool, parce que le corps, dès qu'il peut, il rejette le poison. Bientôt plus de batterie. Tu transpires, le mec il transpire l'alcool et le tabac, il dit non, c'est pas vrai. Ou le mec qui sent le cannabis à 4 mètres. Ou la personne, elle rentre dans le dojo, déjà ça sent l'alcool et la clope. Mais non, c'est pas vrai. Le nombre de stagiaires que j'ai vus qui venaient chez moi et on commence à discuter, et le mec il dit, ah, faut que j'aille téléphoner dans la voiture. Je lui dis, mais j'ai un téléphone là. Oui, non, mais je vais téléphoner. Je lui dis, tu vas pas fumer une clope, hein? Il me regarde. Il a pris ses affaires, il est parti. Ça faisait 20 minutes qu'on parlait. Mais l'appel de la clope, c'est tous les 20 minutes. La nicotine. Donc le fumeur culpabilise tous les 20 minutes. Et